Bonjour, on se retrouve pour ce premier épisode du podcast des jeunes écologistes, sur les fondamentaux de l'écologie politique. Pour ce faire, on accueille Alain Coulombelle, membre du bureau exécutif d'EELV Les Écologistes et militant chez les Verts de longue date. Il est l'auteur de l'ouvrage « De nouveaux défis pour l'écologie politique » paru en 2019 aux éditions Utopia. Dans cette partie, on va évoquer les sources et origines de l'écologie politique. Vous pouvez retrouver les jeunes écologistes sur leur site jeunes-écologistes.org ou sur l'ensemble de leurs réseaux sociaux. Bonne écoute! Alain Coulombelle, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation pour intervenir pour les 4 premiers épisodes pilotes du podcast des jeunes écologistes autour des fondamentaux de l'écologie politique. Pour cette première séquence, on pourrait parler un petit peu des fondamentaux de l'écologie, de ses sources théoriques. Qu'est-ce que tu entends par les fondamentaux de l'écologie et quelles sont ces sources théoriques qui te viennent et que tu aimerais évoquer? Alors d'abord, ce qu'il faut dire, quand on parle de la pensée écologique ou des sources de l'écologie politique, lorsqu'elle émerge en France, en tout cas au cours des années 1970, l'écologie politique ne dispose pas d'un corpus idéologique très affirmé, ou en tout cas stabilisé et homogène. C'est ce qui fait sa caractéristique, ou en tout cas une de ses singularités par rapport à, au courant marxiste par exemple, ou au courant socialiste, qui peuvent se revendiquer en particulier de Marx et organiser leur réflexion autour de ce travail théorique qu'a fait Marx au XIXe siècle. Il n'y a pas, chez les écologistes en tout cas, il n'y a pas de penseurs centraux autour duquel pourrait s'organiser toute la pensée écologique. Donc la pensée écologique, c'est d'abord un corpus très fragmenté, pas du tout stabilisé, et qui puise finalement à différentes sources théoriques, disciplinaires, que ce soit des sources scientifiques évidemment, mais aussi des sources philosophiques, sociologiques, politiques. Un philosophe comme Castoriadis disait que je ne vois pas de philosophe que l'on pourrait désigner comme fondateur de l'écologie. Ça, c'est un premier trait qui me semble très important à souligner. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas essayer de structurer ou en tout cas d'avoir une vision un peu plus claire de ce corpus idéologique très large. Et c'est un peu ce à quoi on va essayer de s'atteler maintenant. Alors, la première chose peut-être qu'il faut dire, c'est que avant d'être un projet politique, l'écologie est d'abord une science. Et aujourd'hui encore, on voit bien combien notre rapport à la science reste un rapport très, très étroit, dans la mesure où on peut s'appuyer quelque part sur les recherches scientifiques pour valider un certain nombre de nos positions. L'écologie, c'est d'abord une science qui est ouverte, qui puise là aussi à différentes disciplines, ça, la biologie, la climatologie, l'économie, la géochimie, l'océanographie. On a là vraiment tout un champ de disciplines qui s'intéressent non seulement aux écosystèmes, mais à la dynamique de leur population, à la biosphère, au cycle biochimique, etc. Et c'est d'ailleurs à un scientifique qu'on doit le terme d'écologie. Tout le monde sait peut-être que l'écologie, c'est un terme qui naît avec Ernst Haeckel en 1866, et Ernst Haeckel était un biologiste en même temps spécialiste des éponges marines, donc on voit bien qu'on est assez loin de l'écologie politique, mais c'est à partir de Haeckel qu'on a commencé à parler d'écologie. Écos, oikos, maison, logos, raison, discours, etc. Alors, bon, c'est vrai qu'on n'a pas le temps ici de développer toutes les sources de l'écologie, en particulier de l'écologie politique, parce que si on avait ce temps-là, il faudrait remonter dans l'histoire à des auteurs comme Aristote, comme Buffon, comme Lamarck, comme Darwin, etc., qui eux aussi nous aident à penser notre condition, notre condition terrestre. On en parlera peut-être un peu plus tard dans les nouvelles pensées de l'écologie. La condition terrestre est un concept qui ressort aujourd'hui assez fréquemment.
Mais cette séparation entre la science et la politique reste de nos jours encore très prégnante. C'est-à-dire on voit bien aujourd'hui encore, d'un côté, les scientifiques qui nous alertent à travers, par exemple, les rapports du GIEC, et de l'autre côté, les politiques, les responsables politiques qui organisent leur présence dans les échéances électorales, etc. Et on a cette séparation qui reste encore assez forte, même si depuis quelque temps on a un rapprochement et des scientifiques qui de plus en plus s'engagent politiquement parce que l'urgence veut que, etc., ils s'engagent. Souvent il y a nos adversaires, les adversaires des écolos qui disent que on fait de la politique et qu'on devrait faire de la science, s'appuyer sur la science, etc. Comment on a transformé ce rapport à la science vers un discours politique plus construit qui conteste un peu cet argument, cette invective qu'on nous envoie à la figure parfois. Cette séparation ? Ouais, cette séparation. Aujourd'hui, le rapprochement, il vient d'abord de la prise de conscience, en particulier des scientifiques, que l'urgence dans laquelle on se trouve aujourd'hui nécessite qu'il y ait des actions de type politique qui puissent modifier, renverser, solliciter la bifurcation écologique qui est aujourd'hui nécessaire. Donc elle vient d'un côté des scientifiques, mais elle vient aussi du côté des politiques, parce que la plupart du temps, nos arguments s'appuient aussi sur ce que la science nous met à disposition pour pouvoir analyser la situation. Donc on a un rapprochement qui vient un peu des deux côtés, du côté des politiques et du côté des scientifiques. Alors, à côté de cette dimension scientifique, il y a un deuxième volet qui est très important, qui est ce que moi j'appelle la pensée écologique, qui n'est pas tout à fait, qui ne peut pas s'identifier à la science, qui ne peut pas non plus s'identifier à l'engagement politique en soi, mais qui nourrit l'ensemble de l'écosystème écologique. Et puis enfin, on a l'engagement partidaire. Ça, c'est le troisième volet, j'allais dire, de cet écosystème que j'essaye de rapidement décrire. Un engagement partidaire qui, en France, on le verra dans le deuxième volet de nos échanges, qui arrive assez tardivement. En France, il faut attendre la fin des années 60 pour que émergent véritablement des formations politiques qui s'engagent ou qui relèvent de l'écologie politique. Voilà à peu près les trois versants sur lesquels aujourd'hui on doit avoir une approche. Ce qui ne veut pas dire non plus que ces trois versants sont en opposition, elles se complètent. On a à la fois besoin de la pensée écologique. Par exemple, on le verra un peu plus tard, les penseurs du vivant ne sont pas engagés politiquement dans des partis politiques. En tout cas, la plupart continuent à faire un travail de philosophes, d'ethnologues, d'anthropologues. On a ce versant-là qui est ce que j'appelle le versant de la pensée écologique. On a le versant scientifique, et puis on a le versant de l'engagement partidaire, avec un certain nombre de formations politiques. Et ces trois composantes s'alimentent les unes les autres. Elles ne sont pas en opposition, elles se complètent la plupart du temps et elles s'alimentent les unes les autres. Voilà en gros pour brosser rapidement le schéma de départ. Alors, à partir de là, on peut essayer quand même de dégager un certain nombre d'éléments, de repères qui singularisent l'écologie politique, ou en tout cas qui singularisent celles et ceux qui travaillent, s'engagent dans le champ de l'écologie. Première chose, ou premier repère, c'est l'invention de la nature et la critique de l'anthropocentrisme. Je crois que ça, c'est vraiment un élément
très important de la pensée écologique qui nourrit fortement aussi l'engagement des politiques sur ce sujet. Le concept de nature, c'est un concept qui est très chargé. Dès la fin du XVIe siècle, on s'est déjà interrogé sur la description des régularités que présente le monde physique, que l'on cherche d'ailleurs à l'époque à traduire en langage mathématique, avec pour objectif la nécessité, ou en tout cas la volonté, d'agir sur la nature, de la maîtriser. On connaît évidemment toutes les formules, on fait souvent référence à Descartes pour mettre en avant cette dimension de la recherche de la maîtrise de la nature. Pendant très longtemps, en fait, l'Occident s'est construit autour de cette idée que la nature était objectivable, que c'était un élément qu'on pouvait utiliser comme ressource. On doit en fait aujourd'hui cette idée ou cette critique de l'anthropocentrisme, en particulier à des auteurs comme Philippe Descola, qui ont montré à travers leurs différents essais, leurs différents ouvrages, leurs recherches, que l'Occident s'était structuré sur ce qu'il appelle une ontologie naturaliste. On y reviendra peut-être dans une autre séquence sur les nouvelles pensées de l'écologie. Et ce naturalisme peut se résumer dans l'idée qu'il y a une séparation nette entre d'un côté la nature et de l'autre la culture. Et en fait, tout le 19e siècle industriel, et en particulier l'émergence ou la montée du capitalisme tout au long du 19e siècle, s'appuie sur cette coupure entre la nature et la culture, avec l'idée que l'exploitation des ressources naturelles, des ressources énergétiques, des matières premières, etc., que cette exploitation, en produisant une plus grande richesse, permettrait d'engendrer la paix sociale. C'est la thèse en particulier d'un philosophe comme Pierre Charbonnier, dans Abondance et liberté, qui montre que notre développement s'est assis sur l'exploitation de la nature, l'exploitation des ressources naturelles, et que cette exploitation allait permettre, en fait, à travers la redistribution, allait permettre ou en tout cas allait permettre la paix sociale, grosso modo, ou qu'on allait, voilà. Ça, c'est le premier élément. Alors, cette approche de la nature, ou cette passion de la nature aux États-Unis, elle va conduire à ce qu'on appelle l'environnementalisme américain, qui a conduit notamment à, par exemple, la création des grands parcs naturels américains, à travers cette idée que... Alors, il y a deux courants principaux dans ce qu'on appelle l'environnementalisme américain. Il y a un environnementalisme de conservation, qu'on appelle un environnementalisme de conservation, qui est attentif à la mise en valeur des ressources du territoire. Et on retrouve ça, par exemple, en France avec les parcs nationaux. Dans les parcs nationaux, on a à la fois des périmètres où on doit faire attention aux bons équilibres des écosystèmes, mais en même temps, on ne se refuse pas la possibilité d'exploiter quelque part l'existence de ces parcs naturels pour, par exemple, développer le tourisme. Bon. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un environnementalisme de conservation. Et puis, il y a un environnementalisme de préservation qui se préoccupe, lui, de la valeur intrinsèque des paysages, et de la faune, de la flore, et qui s'empêche, du coup, toute exploitation directe ou indirecte de la ressource naturelle. D'un côté, donc, on a un environnementalisme qui accepte une forme d'exploitation des ressources des paysages, de la faune, de la flore, et de l'autre côté, un environnementalisme qui sanctuarise la nature, et en tout cas qui sanctuarise à travers les parcs naturels, etc.
pour représenter un peu tout ce courant des auteurs que tout écologiste devrait connaître ou en tout cas lire. C'est des auteurs comme Thoreau ou comme Aldo Leopold, qui sont tous à la fois des forestiers, des écologues, et qui sont connus pour ce qu'on appelle l'émergence de l'éthique de la Terre. Oui, en fait, il y a un point qui est intéressant avec ce rapport à la nature aux États-Unis, c'est le fait que ce soit fait parfois au détriment des populations autochtones, avec une idéalisation de la nature sauvage qui s'est fait avec une certaine violence contre les populations amérindiennes. Et on a eu des cas similaires aussi en Afrique, avec l'imposition de parcs nationaux, en n'associant pas du tout les populations locales, en leur permettant pas de continuer à maintenir une petite économie vivrière, et en les expulsant de ces territoires-là pour une espèce de nature préservée et fantasmée d'occidentaux colonisateurs. Tout à fait. Là-dessus, tu as tout à fait raison d'indiquer le danger qu'il pourrait y avoir potentiellement dans le passage entre la critique de l'anthropocentrisme, qui conduirait à une sorte d'écocentrisme, où en fait le vivant, et en particulier le vivant non humain, deviendrait prioritaire quelque part face ou devant les besoins des vivants humains. Et là, effectivement, il y a une pente sur laquelle il faut faire très attention. L'importance aujourd'hui, c'est plutôt d'essayer de travailler, on le verra dans d'autres séquences de nos échanges, c'est plutôt de travailler à une meilleure compréhension à la fois de ce qui anime le vivant non humain et en quoi nous avons besoin que ce vivant non humain persiste quelque part pour permettre à l'homme quelque part de continuer sa course et son histoire. C'est-à-dire, il ne faut surtout pas opposer en fait les vivants humains et les vivants non humains. Il faut pouvoir, en France par exemple, il y a des expériences de ce qu'on appelle la création des espaces en libre évolution, où alors on retrouve cette idée un peu d'une nature qu'il faut laisser en libre évolution et en limitant le plus possible les impacts de l'homme ou la main de l'homme sur ces espaces, pour les laisser vivre ou se développer en libre évolution, mais il ne faut pas non plus que ces espaces deviennent l'alpha et l'oméga de notre rapport au monde. Et donc la question finalement de l'habitabilité de la planète, qui est effectivement aujourd'hui l'une des grandes questions qu'on doit se poser, cette habitabilité de la planète, elle requiert néanmoins de laisser un certain espace à l'homme pour que celui-ci soit aussi en capacité de réguler les différentes variables écosystémiques qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc il ne faut surtout pas opposer le vivant humain et le vivant non humain, mais il faut au contraire travailler à leur mise en relation. Et donc on verra un peu plus tard que ce qui se joue aujourd'hui dans les pensées de l'écologie nouvelle, c'est véritablement cette idée d'une écologie de la relation. On verra un peu ce qu'on entend par là un peu plus tard, mais c'est vraiment important de bien comprendre qu'il qu'il faut surtout pas opposer les uns aux autres, mais qu'il faut au contraire essayer de travailler à cette écologie de la relation entre le vivant humain et le vivant non humain. Voilà. Alors, je citerai une citation de Rachel Carson. Alors, Rachel Carson, c'est aussi une autrice américaine de la deuxième moitié du XXe siècle, qui est connue aujourd'hui pour un ouvrage qui a fait beaucoup parler de lui, qui s'appelle Le Printemps silencieux, qui a été rédigé dans les années 60. Et dans Le Printemps silencieux, Rachel Carson dénonçait l'utilisation du DTT et donc de ce qu'on appelle aujourd'hui le biocide généré par l'utilisation intensive de ce DTT, de ce pesticide. Et voilà ce que dit Rachel Carson, qui résume assez bien en fait le début de mon propos. Vouloir
contrôler la nature est une arrogante prétention, née d'une biologie et d'une philosophie qui sont encore à l'âge de Néandertal. Le malheur est qu'une si primitive pensée dispose actuellement des moyens d'action les plus puissants et qu'en orientant ses armes contre les insectes, elle les pointe aussi contre la terre. Donc là, on voit bien ce que met effectivement, d'où le titre de son ouvrage Printemps silencieux, c'est que le constat que fait dans les années 60 Carlson, c'est que les insectes en fait disparaissent. Ils disparaissent et elle cherche les causes de ces disparitions, et ce sont évidemment les insecticides, les pesticides qui sont les causes premières de la disparition de ces insectes. Comme si finalement on pouvait contrôler la nature et faire ce que l'on voulait d'elle. Ce qui est évidemment aujourd'hui remis complètement en question par les constats qu'on peut faire aujourd'hui sur la nature, l'importance de la crise écologique. Donc voilà, on a tout un courant de pensée donc, aux États-Unis, autour de Thoreau, Aldo Leopold, Muir, Rachel Carlson. Un peu plus tard, on a un auteur dont on parlera, puisqu'on parlera d'écologie profonde un peu plus tard dans une autre séquence, un auteur comme Arne Næss, qui est lui pas américain, mais qui est norvégien et qui développera le concept d'écologie profonde ou d'écologie radicale, de deep écologie, en opposition à l'écologie superficielle, et qui défend l'idée que la nature et le vivant ont une valeur intrinsèque, indépendante de leur utilité pour les êtres humains. Ça, c'est important parce que même en économie, on a tout un courant de pensée en économie, en sciences économie, qui essaye effectivement de travailler sur la question de la valeur intrinsèque de la nature en opposition à sa valeur d'usage et à sa valeur d'échange. On a un troisième type de valeur qui est la valeur intrinsèque qui émerge dans la réflexion des économistes. Donc ça, c'est le premier repère, je pense, qui structure, à mon avis, l'engagement écolo très fortement. Premier repère, critique de l'utilisation de la nature et de l'anthropocentrisme, disons de la place centrale de l'homme dans le milieu vivant. Deuxième repère peut-être, toujours pour essayer de faire une synthèse un peu des fondamentaux de l'écologie, je dirais la critique de la technique et du progrès. Alors, la critique de la technique, on la retrouve par exemple chez un penseur français comme Jacques Ellul, dans la deuxième moitié du XXe siècle, qui a montré tout, ou en tout cas qui cherche à montrer tout le potentiel mortifère de la technique, et en particulier du développement du nucléaire civil et militaire. Et on le voit aussi aujourd'hui avec, par exemple, le développement de ce qu'on appelle le post-humanisme, qui, là aussi, repose, en fait, sur l'idée que les développements techniques nous permettront de faire face aux difficultés, aux enjeux écologiques que nous connaissons. Alors c'est toute l'idée de ce qu'on appelle aussi le solutionnisme technologique, où un certain nombre de responsables politiques, mais pas seulement, pensent que les défis de l'écologie seront gérés ou peuvent être gérés par les développements des sciences et des techniques, ce que récuse un auteur comme Jacques Ellul. Et lié en fait à cette critique de la technique, on a aussi chez un certain nombre d'auteurs une critique du progrès. Je pense que l'écologie aussi est très, très sensible à la remise en cause de cette idée de progrès comme une sorte de développement linéaire, progressif, qui nous conduirait à une sorte de bien-être final, sorte de cette idée d'un cours de l'histoire
qui se développerait de manière linéaire pour aboutir à une société idéale, etc., grâce en particulier aux sciences et aux techniques. Ça, c'est, à mon avis, le deuxième repère qui me semble important en tout cas dans la réflexion des écologistes, dans les fondamentaux de l'écologie, c'est que une grande partie des penseurs de l'écologie se sont posé la question de la place de la technique dans nos sociétés, de la trop grande place de la technique dans nos sociétés, de ce qu'on appelle le solutionnisme technologique comme une sorte de dimension miraculeuse qui nous permettrait de répondre à tous les défis de l'écologie. On le voit par exemple encore aujourd'hui dans celles et ceux qui promeuvent la géo-ingénierie, par exemple, pour répondre aux défis climatiques. Il y a un certain nombre d'hypothèses, de scénarios totalement exubérants qui sont pourtant présentés très sérieusement par des chimistes. D'ailleurs, l'inventeur du concept, de la notion d'anthropocène qui est Crutzen, c'était un chimiste qui lui-même était un partisan de la géo-ingénierie. Donc on voit bien que là encore, on a aujourd'hui tout un tas de scientifiques qui pensent que dans la science, dans les techniques, on doit pouvoir trouver les réponses aux défis que nous pose l'inhabitabilité de la planète. Je dirais peut-être pour finir sur ce volet-là que ce qui caractérise la pensée écologique, c'est que c'est une pensée de la limite. C'est une pensée de la limite. C'est-à-dire que c'est un ensemble de courants de pensée qui réfléchissent à partir de la démesure de nos modèles de développement et qui essayent de remettre la notion de limite dans les perspectives politiques du monde actuel. Donc ça, c'est à mon avis aussi un élément important de la pensée écologique. Nature, progrès, technique et pensée des limites. Et on le retrouve en particulier dans des courants de pensée, dans des mouvements de l'écologie politique qui, par exemple, se réclament de la décroissance. La décroissance, c'est un mouvement politique qui part de cette question de la prise en compte de nos limites, des limites planétaires, pour essayer d'envisager un modèle de développement politique différent de celui qui est basé sur la toute-puissance, sur la croissance infinie et sur l'utilisation des ressources à l'infini quelque part.